C'est juste pour donner la parole à une autre personne qui nous fait l'honneur d'être présente. Elle était déjà là en 2018 pour les premières rencontres nationales des quartiers populaires, pour nous parler du combat pour son frère, mort dans la gendarmerie de Persan le 19 juillet 2016. Alors depuis, le comité Vérité et Justice pour Adama a réussi à ancrer la question des violences policières dans le débat public. Et désormais, Assa Traoré a créé une fondation. Et hier avait lieu un cycle de formation auquel s'était rendu Éric Coquerel. Donc aujourd'hui, elle nous fait l'honneur d'intervenir pour rappeler les combats essentiels contre les violences policières et pour le droit à la justice. Donc j'appelle maintenant Assa Traoré et je vous demande de l'applaudir. Merci. Bonjour à vous tous. Merci pour cette invitation. Je vois des visages familiers, donc c'est très rassurant. J'étais là il y a 5 ans, nous étions là il y a 5 ans, le comité Adama. Nous sommes là encore quelques années après. Quelques années après pour dire qu'on continue à marcher auprès de ceux qui nous assument. Parce que je le dis, on marche seulement aux côtés de ceux qui nous assument. Comme elle vient de le dire, hier, Éric Coquerel était à la fondation, on va revenir dessus, où on a échangé. Quand je l'ai introduit, quand il a fini, je lui ai dit « Éric, je te remercie en tant qu'homme, en tant que la personne que tu es, en tant que ce que tu donnes de toi, mais je ne te remercie pas en tant que député, parce que ce que tu fais, tu le fais de manière normale, parce qu'aujourd'hui, vous êtes garant aussi de nos droits, vous êtes garant de la justice, vous êtes garant des droits humains. Donc oui, aujourd'hui, quand tu es là, oui, aujourd'hui, quand vous êtes là, c'est à vous de nous dire merci. Ça fait 5 ans qu'on dit que chaque vie compte. Et continuons à répéter ensemble que chaque vie compte. Continuons à dire ensemble que les vies de chaque humain, de chaque être humain comptent, que ce soit ici ou partout dans le monde. Continuons à mettre ensemble fin à ces violences policières. Mais avant de prendre la parole, d'avancer dans mes propos, il est important de vous parler de ce qui se passe aujourd'hui, actuellement, depuis une semaine. Le procès de Théo. C'est là où tout le monde devrait être. Aujourd'hui, Théo est un symbole des violences policières. Théo est vivant. C'est un homme qui est vivant. C'est un homme qui s'est battu pour la dignité de sa vie, pour l'honneur de sa famille. On sait que c'est difficile, on sait que c'est compliqué. J'étais au procès il y a quelques jours. Ce procès était insoutenable, ce procès était dur, ce procès était éprouvant. Il avait la tête baissée, parce qu'on a touché à sa dignité, à son amour-propre. Et j'ai dit à sa sœur, si vous êtes là, c'est que vous avez fait en sorte d'amener en plus haut l'honneur de votre nom, de votre famille et des violences policières. Et quand on vient ici, c'est de la force et de l'énergie qu'on vient chercher. Et c'est là-bas où tout le monde doit être. C'est là-bas où tout le monde doit donner de la force et de la voix et dire que l'honneur et la dignité de chaque être humain comptent. Et j'ai dit la différence, c'est qu'Adama Traoré et tous ses autres frères et sœurs morts sous l'emprise ou sous les coups des violences policières sont morts. Et nous sommes leur voix vivante. Je suis la voix vivante de celle d'Adama. Je suis la voix vivante de celle de mon frère. Toutes les autres familles sont les voix vivantes de leurs défunts. Théo, lui, est vivant. Il a fallu 8 ans pour qu'une victime vivante dise de ses propres mots ce qu'il a vécu, ce qu'il a enduré, pour qu'on ne le croie pas, pour qu'on le salisse, pour qu'on l'emmène, qu'on le traîne partout, lui et sa famille, dans la presse. 8 ans pour une personne qui vit encore. Et quand on arrive au procès, ce sont des propos humiliants qui touchent à son intégrité. Et je leur dis qu'il faut continuer à se battre encore plus, parce que ceux qui sont morts, eux n'auront jamais la chance de dire ce qu'ils ont ressenti à ce moment-là.
la douleur qu'ils ont eue, le mal qu'ils ont eu, les derniers instants qu'ils ont eus, à qui ils pensaient. Moi, quand je reviens, 7 ans après, on revient toujours avec les mêmes questions, toujours, auxquelles nous n'avons pas eu de réponse. Pourquoi, ce jour-là, les gendarmes arrêtent-ils Adama Traoré? Pourquoi, ce jour-là, ces gendarmes pourquoi, ce jour-là, mon frère porte le poids de ces 3 gendarmes, plus de 250 kilos? Pourquoi, ce jour-là, quand mon frère leur dit « je n'arrive plus à respirer », ils continuent à l'écraser, à ce qu'ils subissent ce plaquage ventral? Pourquoi, ce jour-là, Adama Traoré n'est pas conduit à l'hôpital? Pourquoi il ne s'arrête pas devant l'hôpital? Pourquoi, ce jour-là, on ne lui retire pas les menottes, on dit qu'il simule? Pourquoi, ce jour-là, on ne laisse pas les pompiers faire leur travail correctement? Et pourquoi, ce 19 juillet 2016, quand mon frère va mourir, le jour de ses 24 ans, mon frère va-t-il mourir? Ces questions-là, on se les pose tous. Moi, je continue à me les poser. Chaque famille continue à se les poser. Mais ces questions-là, on doit se les poser ensemble. Ce ne sont pas des questions qui nous appartiennent. Ce sont des questions qui vous appartiennent. Parce que chaque vie compte. Parce que leur vie comptait. Parce qu'ils avaient le droit d'être là, ici, aussi, avec nous, ici. Mais ils ne sont pas là. Par contre, nous sommes là. Ça fait 7 ans. Nous rentrons dans la 8e année du combat. 8 ans. Et j'ai envie de dire que le combat Adama, le comité Vérité et Justice pour Adama, a fait en sorte d'imposer la question des violences policières. On a essuyé tous les coups. Mais quand on va au front, c'est comme ça. Comme je le dis, nous sommes devenus des guerriers malgré nous. Et je pense que si vous êtes là aussi, c'est que vous êtes tous des guerriers malgré vous. Parce que nous recherchons tous la même chose. Nous recherchons tous la même chose. Et rien de plus. La dignité de nos vies. L'égalité de nos vies. Nous n'étions pas prêts. On ne s'est jamais dit, nos parents, nous en tant que frères et sœurs, on ne s'est jamais dit qu'un jour on allait tuer un de nos frères, une de nos sœurs. On allait subir une violence policière. On allait subir une humiliation. On allait subir des contrôles aux faciès. Ou on allait subir des brimades. On ne s'est jamais dit que nos enfants à l'école ne seraient pas des enfants à l'école et ne seraient pas vus comme des enfants. Où on demande à ces jeunes enfants de porter le poids d'un monde, de porter le poids d'un pays, de porter le poids de la responsabilité des adultes qui sont censés être garants de leur enfance. On n'a pas le droit d'enlever une enfance à un enfant. Et quand ces enfants grandissent, on leur dit que vous n'êtes plus des adultes, mais vous êtes des jeunes sous le contrôle d'un système. Vous êtes des jeunes hommes ou des jeunes personnes qui n'ont pas le droit de réfléchir par eux-mêmes, de penser par eux-mêmes, de circuler par eux-mêmes, de parler par eux-mêmes, parce que le système continue à les contrôler. Et ce combat, on le mène depuis 7 ans. Depuis 7 ans, dans les tribunaux, parce qu'on se bat, parce qu'on dit qu'il y a des violences policières. On dit que le système policier est raciste. Que ce soit moi, ma famille, mes frères, mes sœurs, des militants, des personnes, les jeunes de nos quartiers. Ça fait 7 ans que nous avons fait le tour des tribunaux pour se défendre, lever nos voix. Et en ce moment, encore à Bobigny, il y a Théo. Ça ne s'arrête jamais. C'est systématique, où on doit défendre, où on doit aller s'asseoir et expliquer pourquoi on n'a pas le droit de nous frapper, pourquoi on a le droit de vivre, pourquoi on n'a pas le droit de subir un contrôle d'identité. Aujourd'hui, ça ne devrait pas faire débat, mais le débat, il existe vraiment. On doit expliquer aux gens pourquoi on court quand il y a la police. Ça ne devrait pas faire débat, et c'est là où est la question, c'est que ça continue à faire débat. Et il est important de continuer à intégrer les quartiers, et que les quartiers soient des acteurs politiques puissants et forts.
Et que personne, surtout, ne doit parler à leur place. Personne. Il est important que la politique ne soit pas juste la politique comme on l'a vu depuis notre enfance, comme on le voit aujourd'hui, mais que ce soit une politique qui soit une politique d'espoir, qui ne soit une politique de rêve. Parce qu'on ne construit pas un monde sans espoir et sans rêve, c'est impossible. C'est le rêve qui fait grandir les esprits. C'est l'espoir qui fait avancer les gens. Et ce n'est pas de cette politique-là que les gens veulent dans les quartiers, mais c'est de penser comment les gens des quartiers, les gens qui se lèvent le matin, comment eux voient la politique. On la voit avec espoir et rêve. Et c'est important de l'intégrer et de dire que ces jeunes-là, que cette jeunesse-là seront l'espoir et le rêve de demain. Et c'est cette politique-là de s'adapter à eux et de leur poser la question de comment ils veulent voir le changement de ce monde. Et de ne pas dire que cette jeunesse-là, on ne la voit que dans les tribunaux, que dans les prisons, ou qu'on ait des familles qui ont peur. Parce qu'on peut en parler de la peur des familles. Aujourd'hui, on a des familles qui vont subir des violences policières, qui vont avoir peur d'aller porter plainte. On a des jeunes, on a des personnes qui vont dire « j'ai peur », parce que la répression, elle est dure. Je ne sais même pas si vous vous rendez compte du niveau des répressions que les gens peuvent subir. Ce sont des gens qui vivent déjà dans des conditions difficiles. Et quand on va porter plainte, c'est encore plus difficile. Et moi, je les comprends, ces familles, parce que je sais que ma famille, on a essuyé les frais. Quand on se retrouve sur une année, tous les frères Traoré en prison, et l'année d'après, Assa Traoré en procès, 2 jours de procès, assis sur le banc des accusés face aux gendarmes qui ont tué mon frère, où j'ai été mise en examen après la lettre « j'accuse ». Mais comme nous sommes forts et puissants, nous avons gagné ce procès. Les derniers mots de ce procès, quand on me dit le dernier mot, parce que je suis quand même assis sur le banc des accusés, ce qui est incroyable, mais ça se passe en France, c'est réel. Ça ne se passe pas aux États-Unis ou ailleurs, ça se passe ici, en France. On me dit, Madame Traoré, quel est votre dernier mot? Je leur dis, vous savez, vous avez rendu ma lettre aussi célèbre qu'Émile Zola, un film est sorti il n'y a pas longtemps, peut-être que dans 200 ans, il y aura un film sur le j'accuse d'Assa Traoré. Maintenant, vous faites le choix d'apparaître dans ce j'accuse et dans ce film qui sortira dans les 200 ans. Mais je continuerai à accuser toutes les personnes qui vont entraver la manifestation de la vérité dans la mort de mon frère. Et on va continuer à dénoncer toutes les violences policières qu'on subit dans les quartiers. Quand mon frère Bagui va en prison, il fait 5 ans de prison. On a 3 semaines de procès. Oui, c'est réel, c'est en France. C'est pas ailleurs. 3 semaines de procès aux assises. Et c'est là que le peuple doit être. Nous avons gagné ce procès. Mon frère est sorti libre avec les excuses du tribunal. Mais Bagui, c'est les frères Camara à Villiers-le-Bel. Bagui, ce sont les jeunes de Clichy-sous-Bois qui sont morts. Ce sont ces jeunes qui se sont révoltés. Ces jeunes qui ont pris plus de 10 ans, 15 ans. Mais il n'y avait personne pour les soutenir et les défendre. Donc certains ont fait 10 ans, certains ont fait 15 ans, certains ont fait 17 ans. En fait, ce sont des hommes qu'on détruit, ce sont des personnes qu'on casse de l'intérieur. Et on les détruit. Et on leur dit, il faut aimer votre pays dans lequel vous êtes. Mon frère a eu la chance, nous étions là. Mais ce n'est pas tout le monde. On peut parler de l'affaire de Viry-Châtillon. Et c'est là où tout le système politique doit se mobiliser et de dire on ne peut pas laisser une certaine jeunesse à l'abandon entre les mains des familles qui eux-mêmes sont abandonnées par un système et par un pays. Et c'est là où vous devez montrer votre force et votre puissance. Et de dire qu'on va se mobiliser et qu'on va aller et qu'on va soutenir tous ces jeunes-là, toute cette jeunesse-là, face à une machine de guerre qui est la justice. Une machine qui est puissante, une machine qui fait mal, une machine qui fait des dégâts. Et votre place, elle est là-bas. Et on continuera à venir si on pense que vous nous assumez. Parce que moi, je marche seulement avec ceux qui m'assument.
Le comité Adama s'est installé, s'est posé et a réfléchi et a dit, et on s'est dit, il faut qu'on monte une formation. On va créer un fonds de dotation. Et dans ce fonds de dotation, on va créer une formation qui s'appelle Génération Leader. Hier, nous avons lancé la deuxième promo à l'Institut Columbia, qui est une université inannexe des États-Unis. On va revenir sur les États-Unis et la France. Hier, on a commencé une promo avec plus de 20 jeunes. Des jeunes qui sont des espoirs. Des espoirs de la France, parce que la France, c'est notre pays. Et je dis surtout pas on ne demande surtout pas l'autorisation et on ne demande pas la validation de qui que ce soit en disant que c'est notre pays. C'est bien et c'est réel, c'est notre pays. Et c'est ce que je dis souvent, et c'est ce que je vous dirai là aussi, j'ai envie de vous dire, je ne sais même pas si vous savez à qui vous parlez. Vous parlez à la petite fille de grands-parents qui ont fait la guerre 39-45. Un de mes grands-pères est mort sur le sol français. Un de mes grands-pères est reparti avec une jambe en moins. Et si nos grands-parents avaient été considérés comme des héros, on ne dirait pas Assa Traoré, on dirait la petite fille de héros qui se sont battus pour la France. Donc ce sont des statuts qu'il faut reprendre, les mots ont de l'importance, les statuts ont de l'importance. On peut nous appeler par notre prénom, on peut nous appeler par nos noms de famille, mais on peut aussi vous appeler en vous disant que vous êtes des petits-enfants de héros, comme on peut le voir à des moments d'inauguration, quand ces petits-enfants de soldats blancs ont des titres. Mais ils avaient déjà calculé tout ça, ils avaient pensé à tout ça. S'ils avaient été considérés comme des héros, ils auraient été obligés de nous considérer comme des petits-enfants d'héros. Dans cette formation, le but, ce n'est pas de créer des Assa Traoré bis, parce que je souhaite la mort d'un frère ou d'une sœur à qui que ce soit, mais c'est de donner de la voix à des leaders qui sont déjà émergents dans les quartiers populaires et dire que dans nos quartiers populaires, il y a des pépites, il y a des leaders. Mais c'est juste leur donner l'occasion et la chance d'ouvrir le réseau auquel on m'a ouvert. On m'a ouvert un réseau en 7 ans. Quand je suis arrivé, je ne connaissais pas grand-chose. Il y avait tous ces militants. Il y en a que je vois ici en face de moi. Il y avait d'autres acteurs. On m'a conseillé, on m'a soutenu, on m'a accompagné. On m'a ouvert un réseau. Et aujourd'hui, c'est dans notre rôle à nous, le comité Adama, d'accompagner cette jeunesse-là et de dire qu'on va former des leaders qui seront des voix puissantes partout. Et j'espère que nous ferons encore d'autres promos, plusieurs promos. Et je finirai, parce que le temps est compté, je finirai avec ces mots. Notre combat brille ailleurs, il brille aux États-Unis. Nous étions à l'ONU au mois de mai pour prendre la parole, pour représenter la France, pour dénoncer les discriminations et les violences policières. Au mois de septembre, le comité Adama était à Harvard, la plus grande université du monde, où aujourd'hui nous travaillons sur une stratégie mondiale sur les discriminations et les violences policières. Mais les États-Unis, ce n'est pas notre pays. Et j'espère que ce que nous faisons aux États-Unis et ce qui se passe aujourd'hui ici donnera la chance à notre pays de devenir ce qu'il doit devenir. Et surtout que la France assume qu'il y a du racisme. Mais assumer qu'il y a du racisme n'est pas de la faiblesse. Donc je vous laisse sur ces mots et merci beaucoup.